Finalement, quand on vous écoute tous, on sent bien que le problème, c'est pas d'avoir des idées, parce que vous en avez plein, c'est de savoir lesquelles on retient. Vous avez encore un peu de temps, visiblement, pour le faire. On va s'extraire quand même un petit peu de ce débat financement, parce que dans cette loi de programmation, il y a un autre aspect, c'était quel projet on retenait, quelle est la valeur contraignante de cette loi de programmation. La loi s'appuie, en fait, comme on l'a déjà expliqué, sur les travaux du COI. 3 scénarios pour rappel. Le gouvernement en a sélectionné un, avec un débat sur est-ce qu'on est sur du 1+, du 2-, vraiment du 2. Peut-être que vous pourrez nous répondre sur quelle est votre lecture, peut-être Barbara Pompili, sur est-ce qu'on est sur vraiment un scénario 2. Ensuite, ma question suivante sera pour Bérangère Abba. En tant que rapporteur, le gouvernement donc, a dit on retient ce scénario-là, qui a été très travaillé par le COI. Quelle est la marge de manœuvre dans ce cas-là d'un parlementaire pour amender, faire évoluer cette programmation? Est-ce que vous avez pu le faire et dans quel sens? Peut-être juste déjà sur le scénario réellement retenu. Oui, on n'est pas complètement sur un scénario 2. Mais globalement, on a quand même gardé les équilibres qui avaient été trouvés par le COI. Et pour voir un peu comment ça fonctionne dans nos parlements respectifs, on n'aurait pas pu arriver au niveau de qualité de cette loi s'il n'y avait pas eu les travaux du COI avant. Pourquoi ? Parce qu'on est tous forcément centrés sur nos territoires, sur nos problématiques de chez nous. Et on est tous subordonnés enfin pas subordonnés, mais en tout cas on est tous à l'écoute de ce que viennent nous dire les acteurs de notre territoire. Et c'est normal. Et c'est très difficile, quand on est parlementaire, de prendre de la hauteur et d'être capable, à un moment, de dire, écoute, ça, non, ça, oui, ça, c'est prioritaire, ça, c'est pas prioritaire. Donc, on avait besoin de cet exercice en amont, de remettre à plat tout et d'essayer de hiérarchiser non seulement les priorités, mais aussi les agendas, en fonction de l'intérêt supérieur du pays, et surtout avec des lignes directrices. Et ces lignes directrices, qui étaient des lignes transport du quotidien en priorité, surtout pas de nouvelles infrastructures, ou le moins possible de nouvelles infrastructures. Donc beaucoup de travail sur l'entretien, sur la régénération même d'un certain nombre de choses. Les pôles multimodaux, les gares en priorité, etc., etc. Ça a été vraiment des lignes directrices qui nous ont permis de faire ce travail, aussi de résister aux pressions des élus qui nous expliquaient tous que leur projet était le projet le plus important, etc. Et donc, après, je vais laisser Bérangère continuer là-dessus, mais donc ça nous a permis, du coup, quand la loi est arrivée, de pouvoir contrer, gentiment, les collègues qui, eux, revenaient avec leur projet en disant non, mais alors mon mien, c'est le plus important, mais vous vous rendez pas compte, etc. Parce que là, on pouvait s'appuyer sur l'équilibre trouvé en disant attendez, si on commence à tirer un fil, on va casser tout l'édifice. Et je crois que ça nous a vraiment permis d'avoir des débats de qualité où on ne s'est pas retrouvé à faire l'inventaire de tous les projets, de tous les territoires, un par un. Alors du coup, cet encadrement si bien expliqué, quel rôle du Parlement finalement ? Il était déjà de réexaminer ce qui aurait pu sembler dissonant à certains parlementaires dans les conclusions et dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Donc évidemment, on a pris ce temps-là, on a pris le temps de réétudier tous les cas sur lesquels on appelait notre vigilance, voire certaines modifications au texte qui a été produit. Cette relecture, on ne se l'interdit pas dans le temps. Et d'ailleurs, tous les ans, on aura un rapport qui sera rendu sur l'évolution des choses. Et la perspective, en cas de recette incroyable et inattendue qui viendrait nourrir la FIT, cette perspective d'élargir, d'ouvrir sur même des infras et des projets qui auraient pu être retenus qu'au stade du scénario 3, on va se la laisser, je crois, parce qu'effectivement, on n'a pas nécessité à s'interdire quoi que ce soit. Par contre, à partir du moment où le Conseil d'orientation des infrastructures et avant lui, Mobilité 21,
ont bien souvent émis des avis et vraiment éclairé ces sujets et cette pertinence ou non de retenir certains projets, en tout cas dans un certain degré de priorisation. Effectivement, on s'est refusé à ça. On s'est refusé à déséquilibrer ce qui avait été trouvé au fil des mois et des années de réflexion sur ces sujets. Et puis un point juste que je voudrais rajouter, n'oublions pas aussi qu'on est sur une loi d'orientation et de programmation. Et où on a besoin d'avoir des clauses de revoyure régulièrement, alors pas seulement sur un projet par-ci par-là, mais sur aussi les différentes évolutions technologiques. Quand il y avait par exemple des projets d'électrification de lignes, etc., on a mis dans la loi des clauses de revoyure, et notamment un rapport tous les 5 ans devant l'OPEX sur les évolutions technologiques, pour voir aussi que, par exemple, si l'hydrogène commence à vraiment prendre son envol, comment on pourrait on pourrait le mettre dans cette programmation. Quand on parle de la question des petites lignes, par exemple, qui est un sujet qui a été aussi toujours un petit peu dans les esprits pendant cette loi, et qui n'est pas directement dedans, mais forcément où il va y avoir des implications très vite, le fait que le véhicule autonome, qui est mentionné dans le texte, mais que le véhicule autonome se démocratise, se développe plus vite, ça va peut-être donner des perspectives sur des avenirs de petites lignes, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une ligne directrice, mais d'avoir aussi des marges d'évolution, puisque je rappelle que là, on parle de l'aspect infrastructure de la loi, mais que la LOM, c'est bien plus large que ça. La LOM, c'est la décarbonation des transports, c'est l'utilisation du numérique, c'est la fin des zones blanches, etc., etc. Donc tout ça fait partie d'un ensemble sur lequel on a besoin d'avoir des marges d'évolution, et ces marges ont été prévues dans la loi. Je crois que c'est très important.